Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est un sens public entièrement consacré aux violences urbaines de ces derniers jours que je vous propose ce soir. Ces violences et les réponses que le gouvernement et l'ensemble de la classe politique peuvent apporter, car un cran supplémentaire a été franchi dans la nuit de samedi à dimanche quand le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses a été visé par une attaque incendiaire à la voiture bélier. Des rassemblements de soutien ont eu lieu dans toutes les mairies de France aujourd'hui et aussi dans cette ville du Val-de-Marne pour dire « ça suffit ». Chers citoyens de France, nous relevons la tête. Nous faisons face sans détourner le regard. Nous reprenons la parole pour que la majorité jusqu'ici silencieuse puisse se faire entendre et dire stop, ça suffit ! 150 mairies ou bâtiments municipaux visés depuis mardi dernier. Pourquoi sont-ils ciblés par les émeutiers? Comment reconstruire une démocratie apaisée? Ce sera notre premier débat. Et puis, juste après, on cherchera à comprendre qui sont ceux qui brûlent et qui pillent. Selon le ministre de l'Intérieur, ils sont jeunes, parfois très jeunes. Sur les 2000 interpellations que nous avons faites, qui est vraiment un montant très important d'interpellations, montrant ainsi la fermeté de l'État, je veux dire que l'âge moyen, c'est 17 ans des personnes qu'on a interpellées. Nous avons interpellé des incendiaires qui avaient 12-13 ans. La démission de certains parents, le rôle de l'école, la question des sanctions judiciaires et plus généralement la défiance, pour ne pas dire la haine, entre certains jeunes et la police. On analysera toutes ces questions dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, on rejoint Audrey Vuettaz et Cécile Cixous dans le Val-de-Marne où plusieurs personnalités politiques sont venues soutenir le maire de L'Haÿ-les-Roses. Audrey, comment s'est déroulée cette marche républicaine ? Eh bien, comme un symbole, la marche a démarré ici, de la mairie barricadée de L'Haÿ-les-Roses, barricadée avec des fils barbelés. En tête de cortège, Vincent Jeanbrun, le maire entouré de Gérard Larcher, le président du Sénat, de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France ou encore d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Mais il y avait aussi de très nombreux élus venus soutenir le maire. Écoutez. Il semble important que toutes les forces politiques puissent être présentes ici pour montrer que ça n'est pas un objet de polémique. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a une gauche qui est intraitable avec les violences, qui ne les encourage pas. Et je pense que ma présence ici témoigne aussi de la réalité de cette gauche qui ne trouve pas de circonstances atténuantes aux attaques contre la République, aux attaques contre les équipements et surtout aux attaques contre les personnes. Je crois qu'aujourd'hui, les figures d'autorité, toutes les figures d'autorité sont attaquées parce qu'elles sont figures d'autorité. Donc la question, c'est le rétablissement de l'autorité dans ce pays et le respect de l'autorité dans ce pays. Un parcours sous les applaudissements à de très nombreuses reprises. On a aussi entendu la Marseillaise. Il y a eu aussi des cris « ça suffit » qui ont été prononcés. Je vous propose d'écouter une habitante de L'Haÿ-les-Roses. Elle travaille avec un public très jeune. Elle est allée dire quelques mots au maire. On l'a senti très émue. Écoutez. Je suis investie depuis des années dans la vie associative auprès des enfants, faisant de la pédagogie. Et puis là, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait s'effondre auprès des jeunes. Donc voilà, mais en tous les cas, on espère remonter la pente et refaire revivre notre ville de L'Haÿ-les-Roses. La marche s'est terminée par une prise de parole du maire. Et à la question d'un journaliste, pourquoi avez-vous été ciblé? Voici ce qu'il a répondu. Celles et ceux qui ont cassé pendant des jours, celles et ceux qui ont attaqué la mairie, celles et ceux qui ont été jusqu'à attaquer ma maison, je ne crois pas qu'ils aient attaqué Vincent Jeanbrun, je ne crois pas qu'ils aient attaqué ma personne. C'est le symbole qu'ils ont attaqué. On l'a vu pendant toutes ces journées, on l'a vu partout en France, on l'a vu par les autres maires qui ont été agressés, parce qu'encore une fois, on n'est pas les seuls. C'est bien là tout le drame. C'est parce que ces personnes ne se reconnaissent plus dans la République. Le maire qui a conclu par un message d'espoir. Les émeutiers n'étaient que 200, nous sommes plus nombreux, il faut se remonter les manches. Mais déjà, dans l'Assemblée, certains appellent à des sanctions très claires, très nettes envers ceux qui s'attaquent à des élus avec des peines de prison ferme. Voilà, et cette question, merci beaucoup Audrey, et merci également à Cécile Cixous. Cette question des sanctions, évidemment, ce sera l'un des thèmes de notre débat avec Géraud Guibert. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes président de la Fabrique écologique, ancien élu de l'agglomération du Mans. Vous avez été adjoint au maire, également vice-président de la communauté urbaine du Mans. Et vous publiez ce livre, Le Grand Malentendu climatique, aux éditions de l'Aube. J'accueille également Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir Jean-Sébastien, bienvenue. Bonsoir Thomas. Vous êtes fondateur, directeur d'Atlantico. Florent Vadillo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Eteris, cercle de réflexion
qui a pour objet de produire et de diffuser une réflexion de gauche sur les sujets qui structurent la vie politique française, et vous êtes enseignant à Sciences Po. On a également deux invités qui sont avec nous en duplex. Françoise Gatel, la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Vous êtes sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine, bonsoir à vous, et co-auteur de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires qui a été déposée au Sénat. C'était en mai, le mois dernier, il y a 2 mois. Puis en duplex également, Arnaud Bazin, qui est sénateur LR du Val d'Oise et ancien maire de Persan dans les années 95-2011. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Croissando, évidemment, est à mes côtés, comme chaque lundi Bonsoir. Et mercredi, éditorialiste politique. Je vous propose, pour ouvrir ce débat, d'entendre de nouveau le maire de l'Haye-les-Roses, Vincent Jeanbrun, raconter ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Ce qui est presque le plus choquant, c'est que c'est pas que la maison qu'ils ont attaqué. Puisqu'en fait, à partir du moment où la lumière s'allume à l'intérieur de la maison, puisque ma femme est réveillée, ils continuent. Ils continuent à essayer de ramener le feu jusqu'à la maison en prenant les conteneurs de poubelles qui se trouvent là, en faisant une espèce de chemin de conteneurs de poubelles jusqu'à la véranda, en prenant un olivier en pot, alors que c'est absurde puisqu'il était ouvert, à le coller à la véranda. Tout ça pour vraiment que le feu de la voiture aille jusqu'à la maison. Pour le feu. Alors qu'ils voient qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Et même avec la lumière, ils commencent à faire des tirs de mortier. En direction de la maison. Des tirs de mortier qui certains passeront d'ailleurs au-dessus de la maison et donnera l'impression à ma femme qui à ce moment-là met des chaussures aux enfants en leur disant on s'enfuit, ils courent dans le jardin. Il faut imaginer la scène le noir total avec juste une espèce de lumière rouge immense qui est à l'avant de la maison, puisque les agresseurs avaient des espèces de fusées de détresse. Vous savez, rouge. Et donc, c'est ce que mon fils m'a répété 10 fois. Il y a cette lumière rouge, c'était tout rouge, papa, c'était tout rouge. Voilà pour ce témoignage. Je tenais à ce qu'on ouvre ce débat en le réécoutant, parce que j'imagine que les uns et les autres, vous l'aviez déjà entendu. Géraud Guibert, quel mot vous employez pour caractériser ce qui s'est passé ce soir-là ? J'utilise le mot de scandale, de honte. C'est pas la première fois qu'on s'attaque à des élus. Il y a eu Saint-Brévin, il y a eu d'autres cas, mais là, c'est un cas particulièrement scandaleux et emblématique, puisque c'est l'attaque sur la vie privée en plus. Et je pense qu'il y a vraiment 2 choses qui sont attaquées dans cette affaire. Il y a en effet la République et la démocratie, puisque ce sont des élus. Et les élus, c'est nous qui les élisons. Et donc, c'est bien la démocratie qu'on essaye de contester en les attaquant et en faisant pression sur eux. Et c'est pas la première fois. Moi-même, j'ai été élu et j'ai bien vu la montée progressive des insultes, etc., à partir du moment où on ne répond pas à la demande des concitoyens ou à la demande individuelle de tel ou tel citoyen en particulier. Et la deuxième chose très importante qui est attaquée, c'est le bien commun. Parce que qu'est-ce que fait un élu local ? Qu'est-ce que fait un maire concrètement ? Un maire, il arbitre un certain nombre d'intérêts particuliers. Sur l'urbanisme, sur les choix en matière d'investissement, sur y compris la réponse sur les logements, sur les emplois. Il arbitre entre un certain nombre d'intérêts particuliers. Et donc, il essaye de définir d'une certaine façon l'intérêt général de la commune. Et c'est un travail essentiel pour une société qui veut faire sens. Et c'est là où je pense qu'il y a cette attaque sur le bien commun et tout aussi gravissime, et particulièrement gravissime elle aussi. Jean-Sébastien Ferjou, il y a 5 semaines, c'était en Conseil des ministres, le président de la République parlait d'un processus de décivilisation. Est-ce que vous employez ce terme ou pas ? Je ne sais pas si c'est le plus intéressant en l'espèce en ce qui concerne Vincent Jeanbrun. Moi, je vois quand même une dimension profondément politique. Il y a toute la dimension symbolique que vous venez d'écrire. J'espère que l'enquête permettra de faire la lumière vraiment sur les faits, parce que vous l'évoquiez, un maire est aussi là pour arbitrer entre des intérêts particuliers et il peut y avoir des violences d'opportunisme, parce que c'est ça aussi. Il peut y avoir des spécificités peut-être à la commune de l'Haye-les-Roses et avec Vincent Jeanbrun qui aurait dérangé X ou X intérêts particuliers, ce qui ne justifie évidemment pas qu'on s'en prenne ni à lui, ni à son domicile, ni à sa famille. Moi, ce qui me frappe plus justement dans cette dimension politique-là, parce que je crois qu'il faut bien distinguer ce qu'on a pu voir justement des images d'émeutes plus spontanées, dirons-nous, avec toutes les vidéos qu'on a pu voir sur Snapchat, etc., et une dimension plus structurée quand même. Alors, je voyais que, par exemple, certains titres de la presse marocaine disaient « Est-ce que l'Algérie est en train de jeter de l'huile sur le feu ?» On sait que l'Algérie a les moyens d'activer certains de ses réseaux. C'est une question en l'état. Est-ce que l'extrême gauche
est aussi impliqué justement dans la partie non spontanée des émeutes, quoi qu'il en soit. Pour l'instant, vous posez des questions, vous n'avez pas les réponses à ces questions. Non, mais j'espère que ça ne sera pas comme d'habitude où on met la poussière sous le tapis parce qu'une fois que le calme est revenu, surtout avec les vacances, on passe à autre chose, qu'on aura le courage d'aller au bout. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est la tolérance. Alors on entendait dans le reportage François Calfon qui parlait de la gauche qui n'accepte pas les violences. En creux, on entend bien qu'il y en a donc une qui non seulement les accepte, mais les entretient. Et moi, ça, on en parlera un peu plus tard. Oui, mais je trouve que c'est un point, parce que la question de l'extrême gauche, vous avez vu dès le début de la Marche Blanche, il y avait Assa Traoré. Assa Traoré, c'est un certain nombre de groupes décoloniaux, indigénistes, etc., qui sont présents. Ce n'est pas que de l'émotion et ça n'est pas que de la dénonciation d'injustice ou de cette tragédie-là en particulier. Il y a une dimension politique, ne l'ignorons pas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Florent Vadillo? Est-ce qu'il y a une dimension politique? Parce que forcément, on compare avec Saint-Brévin l'attaque contre le domicile du maire, qui avait été un peu moins violente, mais enfin quand même, et qui avait poussé à sa démission. Et là, c'était des mouvements d'extrême droite à la suite de l'acceptation par le maire de Saint-Brévin de déplacer un centre d'accueil des demandeurs d'asile près d'une école. Bon. Est-ce que vous faites le parallèle? Est-ce que vous dites que ce sont deux cas très différents, dimension politique ou pas? Moi, j'attends de voir le résultat de l'enquête pour voir effectivement s'il y avait dans les acteurs de cet incendie et tentative d'assassinat un motif politique. Ce que j'observe néanmoins, c'est que en l'état de nos informations, il y a quand même une différence majeure entre Saint-Brévin et l'Haye-les-Roses. C'est que à Saint-Brévin, le but était un but politique pour infléchir une décision politique. Là, et il n'y a pas eu de doute sur le fait qu'on savait pourquoi c'était. En l'espèce, sur l'Haye-les-Roses, on n'a pas de revendication, on ne sait pas quelle est la volonté, si ce n'est cette extase des bûchers et cette volonté d'atteindre la République, d'atteindre ce qui est considéré comme l'autorité, le pouvoir de l'État, en mettant indistinctement les élus locaux et l'État. Donc moi, je ne mettrai pas pour l'instant une intention politique au sens de politique structurée avec une intention d'infléchir une politique. Pour l'instant, rien n'indique cela. Et au demeurant... Il y a quelque chose de plus politique encore, mettre à bas les institutions et la République. Quand Jean-Luc Mélenchon dit hier soir, ça n'est pas la police, c'est la police des riches, ces riches qui se sont ensauvagés, leur police. Quand la directrice de l'Institut La Boétie, le think tank de la France Insoumise, dit « Je vous rappelle que la République a été fondée par des émeutiers détruisant un bâtiment public, donc à savoir la Bastille », qu'elle explique ensuite que Emmanuel Macron est un tyran et que les institutions de la Ve République sont tyranniques, pardon, ça évoque quand même furieusement le fameux article de la Constitution 1793 sur le droit à l'insurrection. Donc ça, il me semble que pour le coup, c'est politique. Et la différence avec Saint-Brévin, c'est que, alors oui, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les dangers d'extrême droite. On l'a vu encore, vous avez vu avec les manifestations qui ont pu avoir lieu à Angers pendant les émeutes, mais la différence, c'est que personne dans le champ politique, personne n'a soutenu, ni accompagné, ni justifié les violences de Florent Vadillo, et ensuite je donne la parole à notre D'abord, pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon n'est pas inquiété pour l'incendie de la maison de l'Haye-les-Roses, et je pense qu'il faut éviter de vouloir faire un continuum de violence entre des émeutiers et une gauche politique qui effectivement... Qui la font pour l'instant, c'est vous sur ce plateau. Et non. Je vais quand même finir une phrase. Louis Boyard l'a fait. Non, la France Insoumise l'a faite elle-même. C'est pas moi. Sébastien, on va laisser Florent Vadillo terminer. En tout cas, je n'ai pas entendu, je ne vais pas me mettre à défendre la France Insoumise, mais je n'ai pas entendu dans la France Insoumise des appels à la violence qui consistaient à incendier les domiciles des maires. Il y a un contexte d'instrumentalisation. Il y a un contexte d'instrumentalisation. Entre eux, on pouvait brûler le reste. Il y a un contexte d'instrumentalisation des violences sociales et la convergence des luttes qui a été théorisé, donc on ne va pas le nier. Oui. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu cette volonté Si vous le voulez bien, on y reviendra sur cette question-là. On écoutera même la réaction de Jean-Luc Mélenchon dont vous parliez, où il donnait en quelque sorte, on peut l'interpréter comme ça, une liste de ce qu'il fallait sauvegarder. Mais je voudrais quand même une première fois, et en restant centré sur ce qui s'est passé à l'Haye-les-Roses, entendre Françoise Gatel. Qu'est-ce que, là aussi, je pose un peu la même question. Quel mot vous mettez ? Je pense que quand vous avez, je dis tout à nos téléspectateurs, préparé l'émission avec l'équipe de Sens Public, vous parliez d'une société décérébrée. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que, bonjour, d'abord, je voudrais dire toute mon amitié, tout mon soutien à tous les élus et particulièrement au maire de l'Haye-les-Roses. Je pense que chacun cherche un sens ou des raisons à ce qui se passe. Et je crois qu'il n'y en a pas, puisque je pense que tous ces auteurs d'agressions, de violences, de tentatives d'assassinat,
ne peuvent pas raisonner comme nous raisonnons les uns et les autres. C'est comme s'ils étaient décérébrés. Et ce mot m'est venu quand j'ai entendu un jeune qui était interviewé, qui avait à un moment rejoint des groupes dans lesquels il y avait des actions peut-être de cette nature au moins, qui a dit tout simplement, quand on est en groupe, on perd notre cerveau. C'est-à-dire on est dans une folie absolue, dont je ne sais pas quelle est la part d'influence de Mélenchon ou pas. Moi, je pense qu'il y en a une, mais est-ce que ces jeunes, ils entendent, ils écoutent, je ne sais pas. Moi, je vous dis tout simplement que les causes sont sans doute multifactorielles et qu'en tout cas, que fait-on aujourd'hui et demain pour prévenir et que pour faire qu'aucun jeune n'ira cramer une maison dans laquelle il y a des enfants, il y a une femme, et avec cette volonté délibérée d'attenter à la vie de gens. Moi, je ne vois pas le chemin de la raison dans tout ça, sauf à dire que voilà, on est à un moment, la société, elle est décérébrée, elle n'est plus, elle est totalement déconstruite, sauf que je pense qu'il y a des jeunes qui, à un moment, n'ont jamais eu de construction et de raison, parce qu'ils sont dans un univers qui est totalement irréel. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'impression de participer à une compète de jeux vidéo? Moi, ces images me faisaient penser au film Orange Mécanique, que certains d'entre nous ont dû voir, où il y a une violence poussée à l'extrême. Ouais. Et ça nous ramène quelques décennies en arrière. Je voudrais entendre une première fois Arnaud Bazin sur peut-être, est-ce que vous vous mettez ce matin à la place du maire de l'Haye-les-Roses? Je reste d'abord centré sur ce qui s'est passé, ensuite on pourra élargir un petit peu, mais comment revenir à son poste d'une certaine façon? Comment ne pas être solidaire? Comment ne pas être en empathie totale avec le maire de l'Haye-les-Roses quand on a été soi-même pendant 16 ans le maire d'une commune populaire et avec beaucoup de bonheur. Une étape a été franchie, ça a été dit, une de plus, dans une escalade interminable. Dans ma commune, malheureusement, nous avons une redoutable expérience de ces sujets. Nous avons connu 2005, nous en avons connu quelques autres au quotidien, et puis nous avons connu la folie des nuits suite au décès d'Adama Traoré il y a quelques années. Jusque-là, nous pouvions arriver avec nos élus, avec le courage de nos élus qui étaient présents dans les bâtiments municipaux, alerter les services de secours et de sécurité et préserver les bâtiments publics. Vendredi soir, on n'a pas pu. On n'a pas pu parce que on a eu affaire à plus de 100 personnes déterminées. Il y avait à l'évidence une organisation, il y a eu la rencontre d'intérêts locaux, avec une recherche de prise de pouvoir par des individus que nous connaissons. Et ils ont rencontré les intérêts d'une ordre d'organisation manifestement nationale qui sont venus prêter main forte avec à la fois les individus, le matériel et la stratégie. Donc, nous avons compris l'essentiel de ce qui s'est passé chez nous. Je pense qu'il est nécessaire que cette démarche, évidemment, soit faite partout, que les services de l'État agrègent ces connaissances, qu'ils en fassent part au Parlement, parce que les parlementaires veulent savoir, et qu'on comprenne au moins les modalités, si ce n'est les raisons, puisqu'il n'y a pas vraiment de raison, comme l'a très justement dit Françoise Gatel. Mais aujourd'hui, les élus locaux sont debout, comme Vincent Jeanbrun, le maire de Persan, la commune dont j'ai eu l'honneur d'être le maire, il est debout avec ses équipes municipales, avec ses services municipaux, et la priorité, c'est de rétablir les services. Je ne veux pas que l'on confonde ces délinquants avec la jeunesse de la France et même avec la jeunesse de ces quartiers. Ce n'est qu'une très petite minorité, mais nous avons affaire à des bandes organisées qui cherchent à déstabiliser notre pays. C'est la rencontre, encore une fois, de plusieurs intérêts. Ne soyons pas naïfs, mais nous pouvons compter sur les élus locaux. Ils sont debout, ils sont présents, ils ne baisseront pas la tête. Alors, je reviendrai vers vous un peu plus tard. Je voudrais qu'on va ouvrir un chapitre sur la protection des élus, parce que c'est quand même l'une des leçons à tirer dans ce débat. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année 2022 avait déjà vu une forte augmentation des agressions physiques ou verbales, selon les chiffres de l'Association des maires de France. 1720 agressions envers des élus locaux, c'était en 2021, plus 32% en 2022, 2265 agressions
agressions. Mathieu, ces agressions, elles remettent évidemment en question sur le devant de la scène la question de la protection. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que quelque chose a changé sur ce point? Pas grand-chose pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'annonces, mais on attend encore du concret. C'était il y a à peine 2 mois, vous vous en souvenez, la démission fracassante de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin. La ministre des collectivités territoriales, Dominique Faure, avait annoncé alors une batterie de mesures pour mieux protéger les élus locaux. Bon, une partie de ces mesures était déjà dans les tuyaux, mais elle avait profité de ce moment d'émotion nationale pour les publier. Alors, il y avait la création d'un centre d'analyse et d'action contre les violences faites aux élus pour faire remonter les statistiques, comme si on n'avait déjà pas assez ce qu'il faut sur le sujet. Il y avait un réseau de 3400 référents au sein des commissariats et des gendarmeries, un renforcement du dispositif alarme élu, un peu sur le mode du téléphone grave danger pour les femmes battues. Vous savez, c'est une forme de ligne directe pour des élus en danger auprès des gendarmes. Plus de sensibilisation, plus de formation. Et puis, il y avait une mesure phare qui est l'alignement des peines punissant les atteintes contre les élus sur les peines punissant les atteintes au personnel en uniforme, comme les policiers, les gendarmes et les pompiers. Ouais, vieille revendication des associations d'élus. Oui, et qui risque encore de rester une revendication, parce que pour l'instant, on ne voit rien venir. Elle est encore virtuelle. Alors, elle sera examinée au Parlement dans les plus brefs délais, a fait savoir hier le cabinet de la ministre. Lors d'un déplacement en Loire-Atlantique la semaine dernière, soit avant même que la maison de Vincent Jeanbrun soit prise d'assaut, Dominique Faure expliquait qu'elle réfléchissait à des mesures complémentaires qui devaient être annoncées cette semaine. Elle évoquait par exemple des caméras pour protéger à la fois les mairies, mais aussi les domiciles des élus qui le souhaiteraient, pour donner aussi des éléments à la justice afin qu'on puisse sanctionner le plus rapidement possible quand il y a des agressions comme celle qu'on a vues. Est-ce que ça pourrait suffire? On le voit bien avec le début de ce débat. Non, évidemment, dans l'immédiat peut-être. Je rappelle, quand vous le disiez, en 2022, d'après le ministère de l'Intérieur, les signalements, les plaintes pour violences verbales ou physiques contre des élus ont augmenté de 32%. Mais pour ce qui est du phénomène de fond, et on a commencé à l'aborder, il faudra beaucoup plus, car au-delà de la nécessaire protection physique des élus, c'est le rapport des Français à la citoyenneté, le rapport des Français à l'autorité qu'il faut réinterroger. Et c'est une inévitable refondation démocratique qui, à mon avis, ne concernera pas que les quartiers populaires, mais qui devra interroger le territoire tout entier. Oui, chiffre du ministère de l'Intérieur, vous avez raison, j'ai dit l'Association des maires de France, j'ai pris un peu d'avance sur un autre chiffre qu'on vous donnera tout à l'heure. Vous parliez de Dominique Faure. Je vous propose d'entendre un extrait d'une réaction de la ministre déléguée aux collectivités territoriales, justement sur cette question des sanctions. On écoute. Quand on s'attaque à un élu, la sanction soit de la même nature que la sanction qui est aujourd'hui conduite auprès de quelqu'un qui s'attaque à un gendarme ou à un policier. Et donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas pu le passer dans la LOPMI. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, n'a pas pu le faire passer parce que sur le plan du Conseil constitutionnel, ça n'était pas possible. Mais on va passer le plus vite possible cette loi. Ça va permettre, malgré tout, de monter jusqu'à 10 ans d'emprisonnement quand on s'attaque à un élu et de monter à 150 000 euros d'amende. Donc là, on était à la mi-mai. Françoise Gatel, pourquoi ce nouveau régime de sanctions pénales n'est toujours pas entré en vigueur? Alors, le Sénat l'a voté. Effectivement, dans la loi dite LOPMI, ça n'a pas été suivi des faits parce que le Conseil constitutionnel a considéré cette affaire non pas sur le fond, n'a pas contesté le fond, mais a déclaré que cette disposition n'avait rien à voir avec le texte, c'est-à-dire que c'était un cavalier. Or, le président de la commission des lois, moi-même et d'autres collègues avons déposé une proposition de loi qui intègre cette disposition, c'est-à-dire qui permet de dire que les élus ne sont pas au-dessus des lois. Il ne s'agit pas de les protéger par rapport à des dissonances de leur comportement, mais parce qu'un maire, un adjoint, un conseiller municipal, quand il exerce une fonction d'autorité, il exerce au nom de l'État. Dans sa commune, le maire est un préfet et qu'il doit être protégé dans cette fonction d'autorité et que les sanctions qui sont prononcées à l'encontre de ceux qui agressent ces élus doivent être comparables à celles qui sont prononcées pour des agressions contre des policiers ou des gendarmes, et que donc cette proposition de loi devrait venir en débat à l'automne. Donc le gouvernement peut s'inspirer, si je puis dire, de ces propositions du Sénat qui ne sont pas des propositions d'émotion ou des propositions opportunistes. Je pense qu'il y a des réponses urgentes à apporter, des réponses de fond, mais je crois que si on ne sanctionne pas sévèrement les agressions d'élus, il n'y aura pas de signe d'alerte.
auprès de tas de jeunes qui pensent que tout ça, ça peut être fait en pleine impunité, que ça n'est pas un problème et c'est pas une violence. Monsieur Mélenchon lui-même, il distingue les choses horribles que vous pourriez faire et celles que vous ne pourriez pas faire. Et à côté de ça, il faut de la prévention, c'est-à-dire organiser sans doute un meilleur lien entre la police et les élus, comme on a aujourd'hui avec la gendarmerie. Et puis la réponse de fond, la réponse culturelle, c'est l'éducation. Alors on y reviendra évidemment sur les questions de prévention, d'éducation, mais d'abord sur ces sanctions, Florent Wadillo, est-ce que vous pensez que ça va vraiment dissuader ceux qui se sont attaqués ou pourraient s'attaquer à une mairie ou à un bâtiment municipal? L'avantage, c'est que depuis la loi Perfit, en 1980, on sait que modifier les quantas de peine ne change absolument rien à la délinquance. En fait, ça permet éventuellement d'avoir un accroissement d'incarcération, mais ça ne change pas le passage à l'acte. Donc on peut continuer comme ça indéfiniment à augmenter les sanctions, et les policiers demandent d'autres sanctions plus importantes encore pour l'atteinte aux personnes dépositaires de l'autorité publique. On peut aligner les régimes, on peut aller plus loin, mais si vous avez ça alimente pas un sentiment d'impunité? Honnêtement, je serais ravi de savoir que les émeutiers connaissent les quantas de peine qu'ils encourent lorsqu'ils font ça. Parce que piller un magasin, faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est de la criminalité en bande organisée, c'est-à-dire ce sont des quantums de peine qui peuvent aller jusqu'à la criminalisation. Donc si vous voulez, si on était sur ces sujets-là, je crois hélas qu'on aurait une capacité d'appréhender la société de beaucoup plus simple. Je pense que ça permet de tranquilliser les élus en ce qu'ils se sentent écoutés. Mais en termes d'action judiciaire, ça ne changera rien. Et j'ai même envie de dire que ça va être encore plus compliqué de juger ces affaires-là, puisque plus le quantum est élevé, plus le mode d'administration de la preuve est important, et plus les décisions judiciaires seront compliquées. Donc j'ai plutôt tendance à dire que ça peut être une bonne idée. Voyons dans quelques années comment ça se traduit. Jérôme Guibert, votre avis? Bon, il faut évidemment renforcer la loi. Je suis d'accord avec vous, ça ne réglera pas le problème. Moi, je crois beaucoup au continuum. C'est-à-dire, je pense que dans la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions, il faut que l'injure à l'élu soit sanctionnée. Or, moi-même, je l'ai vécu. Souvent, les élus se font injurier et après tout, ils aiment bien aussi être élus. Et donc, ils vont pas faire tout un comme si ça faisait partie du job, en quelque sorte. Comme si ça faisait un peu partie du job. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience que les élus sont inviolables, c'est-à-dire y compris en termes d'agression verbale. Et ça, et il faut que les élus eux-mêmes, je pense que il y a aussi une responsabilité des élus que systématiquement, quand il y a agression verbale, donc quand il y a le continuum, quand il y a agression verbale, cette agression verbale soit sanctionnée. Et je pense que c'est comme ça que la pédagogie pourra se faire, peut-être plus que par un renforcement de la loi, qui par ailleurs est sans doute nécessaire, mais peut-être plus par un renforcement de la loi. Moi, je suis d'accord. Je ne crois pas que ces jeunes n'aient beaucoup conscience du quantum de peine auquel ils se risquent. Votre avis là-dessus, Arnaud Bazin, sévir dès la plus petite injure, d'une certaine façon, qui vise les élus? Ce qui nous manque, en effet, ce sont des réactions précoces. Nous avons mis en place, à la demande de l'État, des maisons de justice et du droit pour que les délégués du procureur puissent prononcer des sanctions. Elles sont essentiellement symboliques. Ce qui manque, c'est probablement de pouvoir faire effectuer réellement de courtes peines de prison qui marquent une volonté d'autorité de l'État. Et puis moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée que des peines aggravées ne seraient pas utiles. Peut-être est-ce qu'elles ne sont pas dissuasives. On verra. Mais en tout cas, elles ont un énorme avantage pour les habitants et pour les élus, c'est que pendant que les gens sont incarcérés, ils ne sont pas dans les quartiers et les gens sont bien soulagés. Donc je pense que le chantier est énorme, que la restauration de l'autorité en général dans ce pays, ça ne va pas se faire en 3 lois et 2 mois, c'est évident, mais je crois que si on raisonne avec le carcan juridique que nous avons autour de nous aujourd'hui, on n'arrivera à rien. Donc il ne faut pas hésiter à être très créatif, pour ne pas dire avoir l'esprit révolutionnaire en matière juridique, parce que rétablir l'autorité de l'État aujourd'hui, c'est une priorité nationale. Si on veut encore être une république demain, elle est très menacée, et je crois qu'il ne faut rien s'interdire pour ça. Nous avons le soutien de la population, des gens les plus modestes des quartiers populaires. Je l'ai vérifié encore ce midi, mais je n'avais aucun doute là-dessus. Il faut avoir du courage maintenant, politique, et aller jusqu'au bout de la démarche. Alors un autre chiffre qui vient, lui, donc de l'Association des maires de France, celui du nombre de mairies ou bâtiments municipaux attaqués depuis mardi, 150 mairies ou bâtiments municipaux. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que c'est aussi
des symboles de la France que l'on vise quand on s'attaque à une bien sûr, de la République ou de la France. C'est pas exactement la même chose. Je sais bien que ça n'est pas exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, je pense des deux. Et de la République et de la France, ce qui incarne l'autorité, ce qui incarne aussi peut-être l'identité. Et c'est parce qu'il y a un malaise identitaire qui s'exprime aussi avec des gens qui peut-être ne sont ni d'ici ni d'ailleurs et qui finalement... alors c'est certainement pas une raison, hein, comprenez-moi bien, une culture de l'excuse, mais qui sont dans une forme peut-être de souffrance sur leur propre identité. Alors ça vient de leur fait, ça vient certainement du fait que nous ayons pu rater l'intégration. Il y a des travaux très intéressants qui ont été menés par France Stratégie qui montrent justement le degré d'isolement des populations immigrés ou des descendants d'immigrés, en réalité qui vivent vraiment, il y a des ghettos en France, bien plus que ce qu'on imagine, et autant vous pouvez vous intégrer, je ne sais pas si vous êtes, admettons, 10-20% par rapport à 80% de Français, autant quand vous êtes dans un quartier où de toute façon 85% de la population présente est elle-même d'origine étrangère, avec des codes culturels, des valeurs différentes, à quoi vous vous intégrez ? Vous intégrez à ce que vous avez parmi vos voisins. Mais ce que je trouve étonnant, c'est de vouloir saucissonner les problèmes, en fait. Alors oui, on peut toujours alourdir la loi, les sanctions contre les élus, contre les policiers, contre les pompiers, mais on saucissonne les problèmes. Mais le sujet, on voit bien que c'est le défaut d'autorité dans le pays. C'est parce qu'on a déconstruit l'autorité. Et ça répond aussi à la question que vous posiez. Qu'est-ce qu'on attaque dans ces symboles-là ? Pourquoi c'est la police aussi qui a beaucoup été attaquée ? Parce qu'il n'y a plus personne qui ose dire non aujourd'hui à des enfants. Plus personne n'ose dire non. Il n'y a plus les parents. Il n'y a plus les structures associatives, il n'y a plus dans les quartiers en question les grands frères, qui était une institution d'ailleurs pas une institution, mais une organisation, un mode d'organisation sociale qui a pu être contesté. Il n'y a plus vraiment la parole religieuse. On a entendu des appels au calme d'un certain nombre d'imams vendredi dernier. Ça n'a pas eu l'air de beaucoup fonctionner. Et donc les seuls qui incarnent encore quelque chose qui dit non à la toute-puissance, en fait, parce qu'il y a quelque chose de cette dimension-là. C'est-à-dire que oui, il y a la dimension décérébrée et il y a la dimension politique. Les deux ne s'opposent pas, parce que je voulais revenir quand même sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que dire que ça n'a aucun sens, pour le coup, moi, ça me paraît n'avoir aucun sens. Dans les révolutions, dans les émeutes, l'effet meute, ça a toujours existé. Patrick Guénifet, qui a travaillé, par exemple, sur les déferlements de violence de la Révolution française, l'effet meute, il existe. Il a existé dans les colonnes infernales en Vendée, comme il a existé à d'autres endroits dans les émeutes, comme ça existait dans les jacqueries. On n'a rien inventé aujourd'hui. La nature humaine, elle reste la nature humaine. Dire que c'est juste des gens qui seraient particulièrement décérébrés, ça n'a pas de sens. Ça s'inscrit dans un contexte politique avec, oui, des gens qui ont des codes qui sont désormais différents et qui, en plus, ne sont plus dans une culture de l'écrit, mais dans une culture de l'image et de l'émotion. Et ça change. Mathieu, ça vous fait réagir, et je redonne la parole à Françoise Gatel juste après. Il n'est pas impossible qu'on ait aussi affaire à un mouvement qui soit polymorphe. On a quand même dans ce mouvement une forme de délinquance d'opportunité constatée ou non chez certains jeunes qui vont piller des magasins parce que la porte est ouverte, parce que la vitrine a été fracassée par un autre. On a des symboles forts qui ont été pris pour cible, c'est vrai, les commissariats, les écoles, les bâtiments publics, puis les mairies. Et puis on a, dans l'affaire Vincent Jeanbrun, quelque chose qui ressemble quand même à une forme d'expédition punitive. On est dans un autre schéma, à mon avis, que la délinquance d'opportunité. Je vais voler un polo de marque dans la vitrine ouverte, parce qu'il faut avoir l'adresse du maire, il faut s'armer, il faut y aller. L'exécution suppose de l'organisation. On est quand même sur autre chose. Mais enfin, ça, c'est aussi la nouvelle dimension aux réseaux sociaux où on voit quand même pas mal dans l'effet de meute dont vous parliez. Je connais ton adresse, je la diffuse, voir le numéro de téléphone, etc. Après, il faut s'organiser. Il faut y aller. Après, il faut s'organiser. On est d'accord. On a un mouvement où il y a des enfants de 12-13 ans qui vont voler des t-shirts et aussi qui hébergent en son sein, et malheureusement, des gens qui sont capables d'expédition punitive. Mais moi, la question que je me pose, c'est comment on est quand même passé de la haine du flic, entre guillemets, à la haine du maire. C'est quand même pas le même registre. Et même si on sait que le maire, on l'a dit, est le représentant de l'autorité dans sa ville, tout part quand même d'une demande de justice ou de dénonciation de violences policières avec le meurtre de Naël. Pourquoi on s'en prend au maire aujourd'hui ? Françoise Gatel, un mot quand même, parce que Jean-Sébastien Ferjou n'était pas d'accord avec vous sur la question de décérébrer. Donc je veux bien entendre votre réponse là-dessus. De le réduire à ça. Oui, on a bien compris. Oui, mais je pense qu'effectivement les causes sont polymorphes. Mais quand je dis que ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que ça n'obéit à aucun raisonnement logique ou républicain. C'est cela que je veux dire. Puis je veux dire que je suis en parfait désaccord avec M. Vadillot. Moi, je veux bien qu'on dise que rien ne réglera rien. Dans ce cas-là, on continue à allumer des bougies, à sortir les drapeaux, à chanter la Marseillaise, et que la sanction que nous, on propose, c'est pas du Prozac pour les élus, pour leur dire on s'occupe de vous, vous verrez, il y aura une vraie punition. Moi, je pense que la punition, à un moment, elle est exemplaire parce qu'elle porte
au niveau de tout un groupe de jeunes. On l'a vu dans nos communes, quand on fait faire à des jeunes des travaux d'intérêt général, ça c'est un autre rapport à la collectivité. Et je l'ai dit, moi je pense que la sanction, c'est pas la réponse à tout. Il faut prévenir, il faut éduquer. Et on dit très souvent qu'il faut un village pour éduquer les enfants, et Badinter l'a redit l'autre jour. Si on a des difficultés familiales, un déficit d'éducation, si l'école n'arrive plus à gérer tout ça, si la police est conçue comme un ennemi, c'est-à-dire si le policier n'est plus dans la rue au milieu des gens, on n'a plus rien en partage. Et tout ce qui ne me sert pas peut être agressé. C'est aussi tout ça qu'il y a derrière. Merci Françoise Gatel. Florent Waddio, votre réponse. Non, je veux sortir de la caricature. Je ne dis pas qu'il faut rien faire et brûler des cierges. Mais je vous signale, Madame la sénatrice, vous êtes législateur, donc les travaux d'intérêt général, ils peuvent être prononcés à titre principal ou à titre de peine accessoire. En l'espèce, si vous augmentez les quantas de peine, les travaux d'intérêt général ne seront pas prononçables. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais il faut être cohérent sur l'échelle des délits et des peines. Et enfin, et c'est ce que disait aussi Arnaud Bazin, moi je veux bien qu'on parle de politique pénale, mais il y a quand même une boîte noire dont on ne parle jamais, c'est la prison. Parce que quand on entend dire qu'il faut des courtes peines de prison, c'est ce qu'on a théorisé comme le choc carcéral, ça ne marche pas. Les taux de récidive de choc carcéral, ben on peut revenir sur la politique des Pays-Bas, mais le taux de récidive du choc carcéral en France, c'est près de 60%. Mais alors on fait quoi? Si on les met pas en prison, si on y a pas J'ai pas dit qu'il fallait pas les mettre en prison. Je dis juste que quand on réfléchit uniquement en termes d'incrimination pénale et que derrière on ne crée pas de parcours pénal, on ne crée pas de moyens de travail de réinsertion, on ne diversifie pas les modes d'incarcération, on ne règle rien. Donc on peut pas uniquement bouger le bouton de la clim sans savoir s'il y a derrière un climatiseur. Donc, alors je vais vous redonner la parole, Jean-Sébastien. Arnaud Bazin, votre réponse sur la réponse sécuritaire. Mais vous l'avez dit un peu tout à l'heure, la réponse sécuritaire, il la faut, mais elle n'est pas suffisante. Alors, est-ce qu'on entend Arnaud Bazin? J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, vous vouliez intervenir, allez-y. Oui, je crois qu'au-delà du débat sur la hauteur de la réponse pénale, parce qu'encore faut-il que les magistrats appliquent d'ailleurs les lois, on peut toujours augmenter les quantums de peine, encore faut-il les appliquer. Oui, mais après, quand on regarde les nominations qui sont concrètement faites au sommet de la hiérarchie judiciaire, et en même temps produit cet effet-là aussi, c'est qu'on peut avoir des déclarations martiales du ministre de l'Intérieur, mais des nominations de magistrats particulièrement engagés dans une vision finalement proche de celle qui a été celle de Christiane Taubira. Madame Belloubet, c'était exactement la même, qui était la première garde des Sceaux d'Emmanuel Macron. C'était exactement la même vision que Madame Taubira. Mais je voulais en venir à la réprobation. Parce que mine de rien, ça n'est pas la même chose d'avoir une peine quand, en plus, quand vous rentrez chez vous, votre famille, vos proches, votre entourage exprime une réprobation que d'encourir une peine, que déjà elle intervienne très longtemps après parce que la justice est lente, que ça soit du sursis ou des travaux d'intérêt généraux qui ne sont jamais véritablement effectués parce qu'encore faut-il avoir les moyens de les encadrer, et pas de réprobation. Parce que si on considère qu'il y a des gens qui peuvent être, que ce sont des petits anges, pour reprendre l'expression employée par Kylian Mbappé, moi je comprends absolument l'émotion liée à la mort de Naël. Ça n'est pas la même chose que de dire qu'il y a des gens qui sont par ailleurs délinquants quand même. Conduire sans permis, c'est être délinquant. Conduire, mettre des gens en danger, c'est être délinquant. Et il n'y a pas de réprobation parce qu'on a importé une vision américaine. On a importé une vision américaine du racisme systémique, ce qui explique peut-être d'ailleurs le fait qu'on soit passé de la haine de la police à la haine des élus aussi. Parce qu'il y a quand même cette dimension-là. On en parle peu en France, parce que la culture républicaine fait qu'on en parle peu, mais enfin, il suffit de regarder une chaîne américaine pour voir comment ils décrivent la situation. C'est un Arabe tué par un policier blanc. Et c'est bien comme ça que l'ont vécu aussi les habitants, ou un certain nombre d'habitants en tout cas, des quartiers. On ne peut pas évacuer cette dimension-là. Mais le problème, c'est que comme on est dans la culpabilité et que finalement, il y a toute une partie du discours politique qui entretient cette idée des violences systémiques, des violences policières, du racisme institutionnel qu'il y aurait en France, dans le même temps, moi, je constate qu'il n'y a jamais eu autant de réfugiés en France, plus de 500 000. Que viennent-ils faire dans cet enfer racisme et islamophobe ? Bon. Alors, quand vous dites ça, vous pensez évidemment, entre autres, à Jean-Luc Mélenchon. On l'a évoqué tout à l'heure. On va écouter un extrait de cette déclaration. C'était vendredi soir, effectivement. Il fait une sorte de liste de ce qu'il faut sauvegarder. Écoutons-le. Non. L'école est le temple le plus sacré que tu es, garçon ou fille. Il ne faut pas y toucher. La bibliothèque, le gymnase. Tout ce qui est à nous tous, qui est notre bien commun. Françoise Gatel, comment vous avez réagi en entendant cette déclaration du leader de la France Insoumise ?
Je suis totalement irritée, je ne comprends pas. Je trouve ça indécent parce que M. Mélenchon arrive avec son air solennel comme Dieu sur terre et en gros il explique « Mon garçon, alors ce qui est à nous, tu n'y touches pas, le reste, on ne sait pas, mais en gros tu peux te lâcher sur le reste ». Mais je pense que ce personnage participe de l'impulsion que l'on voit se développer dans le pays, à s'affranchir de tout et à commettre des actes qui non seulement sont illicites, mais sont d'une violence extrêmement grave. C'est-à-dire, Monsieur Mélenchon s'arroge le droit de dire quelle destruction est bonne et qu'est-ce qui n'est pas bon. Mais est-ce qu'on se rend compte de la conversation que nous sommes en train d'avoir et de ce que M. Mélenchon, qui a l'air d'assis sur un trône, vous assène comme vérité? C'est pure folie. Et, enfin, je trouve le propos criminel. Guiraud Guibert, votre avis? Non, je partage cet avis. J'étais moi aussi très choqué par cette intervention. Très choqué, parce qu'évidemment, en creux, ça dit, vous pouvez aller brûler le reste. Hein. Bon. Mais moi, j'aimerais qu'on dise aussi, et qu'on se penche aussi, pour l'ensemble de la société, sur les problèmes qui sont posés, et qui, à mon avis, ne seront pas fondamentalement réglés par une logique sécuritaire. J'aimerais poser le problème de l'horizon et de l'avenir. Ce sont des gamins qui ne sentent pas avoir un avenir. Bon, ça n'excuse rien, hein. C'est pas de l'excuse, hein. C'est simplement une constatation. Moi, j'ai développé ça dans le grand malentendu du climatique en disant qu'on ne voyait pas l'horizon. On ne voyait pas, sur ce sujet, mais pour plusieurs sujets sociaux et sociétaux, on ne voit pas l'horizon, on ne voit pas où on va, où va la France. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment, je pense, un problème. Et le deuxième souci majeur, je pense, c'est la culture de la responsabilité individuelle et collective. Et pas simplement individuelle. Individuelle et collective. C'est-à-dire concrètement, des gamins dans un quartier où en effet c'est des ghettos, avec une famille monoparentale. Enfin culturelle, pas économique. Parce que ce ne sont pas des ghettos économiques. Oui, non, mais je n'ai pas dit économique. Dans laquelle il y a une seule, il y a leur mère simplement, le père a disparu. Dans lequel ils ont quand même beaucoup de mal à ne pas se sentir discriminés, quoi qu'on en dise. Bon. Et donc je pense, et tout ça renvoie à quoi? Ça renvoie pour le cas particulier des quartiers, mais on pourrait l'appliquer à l'ensemble de la société. Ça renvoie à un problème de responsabilité collective, c'est-à-dire de se dire que nous sommes collectivement responsables d'un certain nombre de choses de notre pays. Et à partir du moment où il n'y a pas cette culture-là, où cette culture disparaît, ce qui revient d'ailleurs à ce que l'intégration ne se fait pas. Et moi, je trouve très dommage que le débat, ça ne justifie rien, hein, mais que le débat sur l'intégration soit aussi mal posé. Il y a évidemment un débat sur l'intégration. Ça fait 20 ans que c'est 2005, oui, mais les prochaines. Parce qu'il est vicié politiquement. Alors, il est peut-être possible d'avoir un débat serein sur cette question. Moi, je pense que ça n'est pas possible. Oui, je pense que c'est l'impression que ça n'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible? Regardez la grande différence avec les émeutes du Black Lives Matter. Personne ne disait ici c'est chez nous, on n'est pas américains, vous ou nous. Il y avait une dénonciation d'un racisme qui, pour le coup, est construit très différemment dans la société américaine que la manière dont il y a du racisme en France. Ça n'est pas structurel, ça n'est pas l'histoire du pays qui s'est construite là-dessus. Mais on voit bien que c'est la France qui pose problème. Et c'est effectivement, il y a une part de responsabilité collective parce qu'on a eu aussi un antiracisme vraiment dévoyé qui a fini par invisibiliser les gens en question. Parce que quand vous êtes en permanence dans la culture de l'excuse, quand vous dites ça n'est que nous qui sommes méchants parce qu'on est des méchants blancs, c'est le patriarcat, c'est le capitalisme, c'est je sais pas quoi, vous niez la responsabilité de l'autre. Mais c'est comme si vous niez son existence même. Le fait, par exemple, de ne pas sanctionner quelqu'un, c'est une forme d'invisibilisation et c'est une forme de violence symbolique aussi parce que c'est comme si vous le traitiez en éternel mineur qui, de facto, ne faisait pas partie de la société. Vous revenez toujours au problème sécuritaire ou au problème. Ce n'est pas sécuritaire, alors que là, moi, je pose un problème social et sociétal qui me paraît très important, qui est vrai, se pose en particulier dans les quartiers, pas seulement. Et qui, à mon avis, est beaucoup plus vaste que ce que... Allez, un mot de conclusion pour vous, Florent Badillo, parce que c'est des plans banlieue, on en a vu depuis des décennies, qui visaient au désenclavement, à une meilleure intégration. Bon, c'est 30 ans. Sans effet, quoi. Moi, il n'y a jamais d'excuse pour le passage à l'acte. Il y a des générations entières de personnes immigrées qui ne sont pas passées à l'acte, qui ont subi racisme. Et qui vivent la même situation et qui ne vont pas brûler, les bus ou les poubelles. Et c'est un Badillo qui vous le dit, mais je suis de la deuxième génération. Mais il y a 30 ans d'échec de la politique de la ville. Il y a 100 milliards
milliards d'euros qui ont été gaspillés et qui aujourd'hui font défaut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de transport public, en termes d'infrastructure, en termes d'accès aux soins, en termes d'éducation, en termes de capacité à l'employabilité. Ils sont passés où ces milliards ? Eh bien, j'aimerais bien qu'on fasse le point sur les 30 années qui viennent de sortir pour voir quels projets ont été réalisés, avec quelle somme, ligne par ligne. Parce que la réalité, elle est là. On a arroser le désert avec de l'argent qui n'a jamais profité aux populations concernées. Allez, on termine là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat ici en plateau et évidemment également en duplex. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.